Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur l'émission Voix de fait de la chronique politique hebdomadaire. Et nous avons avec nous ce soir Monsieur Michael Vossard. Il est président de Défi Bruxelles. Il est député bruxellois. Il est conseiller communal à Molenbeek-Saint-Jean. Il est aussi chef de file aux élections communales de Molenbeek. Michael Vossard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Ma première question, Michael, pourquoi avez-vous choisi Défi comme parti et pas un autre parti? Mon engagement politique ne date pas, je dirais, même si je suis jeune. Je fais partie de cette jeune génération de politique. Je considère que tout mon parcours est cohérent avec le parti dans lequel je me trouve, c'est-à-dire un parti qui est proche des citoyens, un parti qui a notamment vu de nombreux succès dans des communes comme Schaerbeek par exemple, avec à sa tête Bernard Tarfailly, et je pense qu'il y a d'autres exemples de bonne gestion, notamment Olivier Minguin, Didier Gauzoin sont de bons exemples. Donc je trouvais important de me retrouver dans un parti proche des citoyens, qui a un ancrage important à Bruxelles, et je pense que c'est aussi une de ses marques de fabrique, c'est de préserver la population qui est établie ici à Bruxelles, qui travaille, qui a envie de mener une vie dans un cadre de vie de qualité, et donc nous sommes dans cette logique, et c'est ce que nous allons défendre, notamment à Molenbeek-Saint-Jean. Okay. Voilà. Par rapport à la proposition que Franken a faite dernièrement concernant les sans-papiers et les visites à domicile, que pense le parti? Que pensez-vous, vous, personnellement? Nous avons été très clairs par rapport à la politique du gouvernement MR-NVA. Je le rappelle, ce n'est pas uniquement Theo Franken qui est aux affaires, il y a aussi un gouvernement dans son ensemble qui valide des décisions prises par le secrétaire d'État. Et donc, au niveau de l'opposition, Olivier Minguin a déjà expliqué clairement son opposition à ces projets concernant notamment les visites domiciliaires. Ça a été relayé notamment à Molenbeek. Donc nous avons voté une motion qui rejetait cette mesure, cette initiative, qui, je pense, une rupture des solidarités. Il faut faire très attention, faire preuve aussi de ne pas d'amalgame dans ce débat, parce que trop souvent il y a des raccourcis qui se font par rapport aux personnes qui sont des personnes réfugiées. Ils viennent de situations conflictuelles, ils viennent parce qu'il y a un conflit dangereux, et donc il y a un risque pour leur vie. D'ailleurs, pour arriver jusqu'ici, ils ont dû franchir de nombreux obstacles, des périples importants, et je pense qu'ici il ne faut pas tomber dans la caricature, ni dans le double discours. À Molenbeek, il y a eu cette motion. J'ai vu que le MR a eu de grandes difficultés avec la question. Je pense que nous avons été clairs. Nous estimons qu'il est important d'avoir une politique qui respecte les droits fondamentaux des droits de l'homme, et qu'il faut faire en sorte d'accompagner au mieux, notamment la question de la santé, l'accès aux soins de santé, parce que je pense que il faut avoir un discours humain, clairvoyant, et de ne pas pouvoir rejeter l'autre, mais tout ça toujours dans un cadre strict. Il faut respecter la loi, et nous respectons la loi. Ce que peut-être la NVA ne veut pas faire, mais nous sommes légalistes, et c'est comme ça que nous concevons l'avenir de Bruxelles, c'est respecter les lois, respecter les citoyens, et ça c'est le message que Défi veut porter. Est-ce que la motion a été suivie justement par l'AMR, par Skepins ou pas? Non, d'ailleurs, elle a tiré sa casquette de bourgmestre, elle l'a dit, et elle a pris plutôt sa carte du MR pour pouvoir s'exprimer. Donc voilà, je pense qu'elle avait un malaise avec cette proposition. Alors cette proposition reste aujourd'hui, devrait être encore discutée au Parlement, mais je pense que ça témoigne du malaise au sein d'autres formations politiques. Mais ici, ce qui compte, c'est qu'on puisse appliquer la loi et qu'on puisse trouver des solutions pour les personnes qui sont en difficulté. Que ce soit les sans-abri,
que ce soit les personnes réfugiées, il y a des aides apportées au niveau de l'État qui sont des aides fondamentales qui respectent les droits de l'homme. Voilà. Et on n'a pas un double discours là-dessus. Et alors, comment ça se passe justement à Molenbeek-Saint-Jean au niveau de la majorité actuelle? Écoutez, nous, on a toujours été dans une opposition constructive. J'ai analysé de manière très claire, et d'ailleurs je l'ai communiqué, cette analyse par rapport à la majorité actuelle et surtout son bilan, parce que je l'ai regretté en 2012, on avait besoin de personnes plutôt que de projets. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour les prochaines élections, je pense que le débat de fond est fondamental pour Molenbeek, pour ses citoyens. D'ailleurs, les citoyens attendent de nouveaux visages, une nouvelle génération de politique, une autre manière de faire de la politique. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce manque de débat de fond, nous avons été dans cette opposition où on faisait des propositions. On ne s'arrêtait pas à critiquer, on faisait des propositions, notamment quand j'ai demandé clairement de diminuer l'impôt des personnes physiques. Donc il y a eu une augmentation du précompte immobilier, des centimes additionnels pour la commune, et j'ai demandé qu'en compensation, on diminue l'impôt des personnes physiques. Eh bien, cette demande a été entendue. D'ailleurs, dans le dernier budget, ça a été présenté. Malheureusement, ça se passe dans un contexte de fin de législature, à 1 an des élections, donc c'est un petit peu, je dirais, une forme de cadeau préélectoral. On peut le considérer comme on veut. En attendant, ne crachons pas dans la soupe. Ça permet aux Molenbeekois de voir leur pression fiscale diminuer. Mais c'est un exemple d'une participation en tant qu'opposition à des idées, à des propositions. Et c'est ce que je veux qu'on soit identifié clairement au niveau de la population. Nous sommes une force de proposition. Et donc, la majorité n'a pas un bilan, notamment au niveau économie, au niveau voilà, du plan de développement économique local. Il est toujours absent. Il avait été annoncé en début de mandat. Et aujourd'hui, nous sommes en 2018 et il n'y a pas encore de présentation de ce plan de développement économique. Ainsi que, on en a parlé dernièrement au conseil communal, de la lutte contre le trafic de drogue. Ici, un toxicomane est mort dans le parking Point-Flo, mais il y a toute une politique qui doit être menée pour éradiquer ce fléau, ce phénomène qui, je veux dire, pourrit la vie des citoyens à Molenbeek, qui donne une image catastrophique. Oui. Et donc, je donne l'exemple de Ririboku. Tout à fait, un vrai problème structurel qui peut être géré et qui date des années, qui date déjà de plusieurs années. Et ça faisait partie des priorités même de la majorité. Et donc, moi, je ne lis que la note qu'ils nous ont présentée en disant voici finalement notre engagement. Je suis en 2018 et j'analyse. Je le fais de manière sereine, avec objectivité, et je constate que une série de priorités n'ont pas été rencontrées. Je vous ai parlé du plan de développement économique local, je vous ai parlé ici de la lutte contre le trafic de drogue. Il y a d'autres mesures qui n'ont pas été remplies, et je pense aussi qu'il y a un manque de vision pour l'avenir, pour Molenbeek, il y a un manque de... On va y arriver parce qu'il y a pas mal de points qui seront très approfondis et en détail. Mais concrètement et honnêtement, trouvez-vous que la commune de Molenbeek est bien gérée au jour d'aujourd'hui? J'ai déjà exprimé le fait que quand on met en avant, quand on lance une initiative, il faut de l'évaluation. Je pense qu'aujourd'hui, cette évaluation est absente dans la manière de gérer la commune. Il était important aussi de mettre en place, parce qu'on a eu la mise sous tutelle, du fait qu'il y a eu la commune était en état de faillite et la commune a dû faire appel à la région pour avoir une aide régionale pour pouvoir compenser le déficit. Eh bien, même avant cette situation, nous avions demandé un audit financier qui n'a pas été réalisé, nous l'avions demandé. Nous avons aussi demandé cela bien avant une période sombre qui sont les attentats. Les attentats, nous avions demandé déjà, notamment au niveau de l'ASBL, la LES, un audit des politiques de prévention, de la manière dont on appréhendait toutes les questions liées à la prévention, à l'accompagnement des jeunes, etc. Donc tout ça, je pense qu'en amont, avant même d'avoir lancé des politiques, il fallait évaluer les choses. Et puis en même temps, il y a quand même peu de changements au niveau de la majorité. Écolo est rentré, mais
deux autres formations politiques, et le MR et le CDH, étaient à l'époque associés au PS. Et donc la situation qu'on connaît au niveau financier a été gérée par ces formations politiques également à leur côté. Donc je pense que je pense que pour la suite, et c'est ça qui compte pour moi sur l'avenir, c'est qu'on doit travailler par réévaluation des grandes politiques qu'on va mener, parce que le citoyen demande que parfois, quand ça ne va pas, on puisse changer notre manière de travailler. Et c'est une des revendications de notre parti. On parle beaucoup du vivre ensemble à la commune de Molenbeek ces dernières années. C'est justement après les attentats, le volume des activités mises en place pour essayer de montrer le bon côté de Molenbeek a été vraiment valorisé et favorisé. Mais malgré tout, restent encore en fait des problèmes de cohabitation. Est-ce quels seraient selon vous, selon Défi, les clés pour un meilleur vivre ensemble à Molenbeek? Ce qui est important, c'est d'essayer de mettre les choses dans le temps. Donc dans le temps, ça veut dire que ça va prendre, je l'ai dit, des années. Nous, on s'inscrit pas dans une logique à court terme, mais vraiment à long terme. Nous pensons que nous pouvons porter un message ambitieux pour la commune. Nous voulons que nos habitants soient fiers de leur commune. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des mesures pour redorer l'image de Molenbeek, mais ça fait des années qu'on en parle, bien avant les attentats. Même quand j'étais ici en 2012, lors des débats des têtes de liste, cette question était déjà évoquée. Et donc, nous projetons dans l'avenir et nous disons aux citoyens, déjà qu'à court terme, évidemment, on doit travailler sur notamment l'image que peut donner la commune à niveau de la propreté. Rien que cela. Quand vous arrivez dans une commune qui est propre, il y a un sentiment qui est différent de la part et de la population qui y habite et la population qui vient pour soit y travailler ou passer des moments de loisirs, mais en attendant, c'est important qu'au niveau de la propreté, on trouve des solutions. Et des solutions qui sont, parfois concertées avec la région, parce que là, il y a des collaborations qui peuvent se faire, mais je pense qu'on peut lancer des initiatives qu'on peut mener avec les citoyens. Les habitants de Molenbeek sont prêts à travailler à l'amélioration de la propreté de la commune, mais par contre, les citoyens ne sont pas d'accord qu'ils payent une taxe, participent à l'effort, et qu'en contrepartie, les services ne suivent pas ce service propreté, au niveau de la propreté même. Et donc là-dessus, nous avons un focus important. Ensuite, la sécurité, je vais parler de la lutte contre le trafic de drogue, le fait qu'on puisse travailler et valoriser notamment nos gardiens de la paix, parce que trop souvent, on remet un peu en question leur rôle. Nous voulons valoriser le travail des gardiens de la paix, et nous voulons aussi faire en sorte qu'on ait des véritables agents de quartier, cette police de proximité qui manque. Et par ailleurs, nous avons un réseau associatif énorme à Molenbeek et qui peut amener beaucoup d'aide pour la commune et pour notamment cette jeunesse. Et je pense qu'il y a eu un mauvais signal à l'époque quand on a discuté de cette ASBL, We Love Brussels, subsidiée par le fédéral. D'ailleurs, parfois on se pose la question, est-ce que c'est le gouvernement fédéral qui gère notre commune, notamment dans les politiques de sécurité? J'ai posé la question, je l'ai mis sur la table. Et donc, cette ASBL qui recevait un subside de 100 000 €, on aurait pu très bien l'attribuer à nos ASBL, à nos associations qui travaillent sur le terrain. D'ailleurs, il y a beaucoup d'interlocuteurs associatifs qui ont regretté cette situation. Et heureusement, d'une certaine manière, ce projet a été mis au placard. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, je pense qu'il faut s'engager ici à court terme pour travailler sur la propreté et la sécurité. Et par ailleurs, sur du plus long terme, c'est de faire en sorte, comme je vous le disais, que Molenbeek devienne une commune phare de la région, qu'elle puisse tirer les choses. Le dynamisme de l'économie régionale puisse aussi bénéficier à Molenbeek. C'est pour ça qu'au niveau de notre programme, on veut développer 3 pôles d'excellence. Donc on utilise le mot excellence parce que on a envie que, notamment dans les domaines du sport, moi je suis très attaché à la question du sport, parce que le sport rassemble, le sport peut fédérer, le sport peut dépasser la question des religions, la question des origines. Je pense que c'est un formidable exemple et nous avons des outils incroyables dans cette commune. Nous avons une piscine olympique, nous avons un stade de football qui permet d'accueillir de grands événements, notamment
peut déjà jouer en division 1. Nous avons une équipe de hockey qui joue en division d'honneur. Nous avons des sportifs, notamment dans les arts martiaux, qui sont champions au niveau mondial, international. Nous avons de tas d'exemples de réussite sportive. Et ce n'est pas bien développé à votre avis? Absolument. J'ai d'autres exemples, les basketteurs, etc. Donc, je pense qu'il y a un travail énorme à mettre en avant encore plus et à outiller nos clubs et nos sportifs, être de véritables porte-parole pour la réussite à Molenbeek. Et je ne dis pas qu'il n'y a rien eu, je dis qu'on peut améliorer les choses. En économie et en emploi, je vous ai donné l'exemple de ce plan de développement économique et local qui n'existe pas, qui est absent. Au niveau de l'emploi, il y a tout ce que fait la région maintenant pour aider l'ensemble des citoyens bruxellois, mais qui contribuent au travail pour les Molenbeekois. On a adopté une ordonnance contre la discrimination en embauche, une première. Il y a toute la dynamique des stages qui valorise les jeunes dans le cadre d'un stage et donc d'une expérience sur le marché du travail. Il y a une diminution certes du taux de chômage, mais ce qui est important à nos yeux, c'est qu'on augmente la création d'emplois, le taux d'emploi. Et là, on n'est pas encore arrivé à l'objectif final, mais c'est une volonté qu'on a. Et ensuite, la culture. La culture, on peut très bien avoir des événements importants qui peuvent se tenir et sur la place communale, à la Maison des Cultures, mais aussi au Carvelt. On peut créer ensemble de formidables événements et je pense que pour finir, eh bien, dans cette nouvelle génération, je pense qu'il faut éviter le double discours, d'avoir un discours différent qu'on soit dans une partie de la commune que dans une autre. Je n'ai pas ce discours-là. Je suis clair sur les engagements qu'on prend. Moi, je suis de cette génération qui est née dans la diversité et je trouve qu'il faut avancer parce que on va rien résoudre si chacun reste dans son. Mais tout ça, c'est beau, le sport, la culture, etc. Mais l'emploi, concrètement, alors en sachant que Molenbeek, quand même, est composé d'une majorité de mineurs, de jeunes de moins de 26 ans qui ne travaillent pas, apparemment 52%. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer justement de trouver des solutions, mais crédibles? Parce que les jeunes, il faut leur donner du boulot, c'est ce qu'ils cherchent en principe et en premier lieu. Tout à fait, mais je pense que c'est pas que les jeunes, il y a aussi des personnes qui sont plus âgées, qui perdent malheureusement suite à une faillite, soit à un licenciement, une restructuration en emploi, et qui ont d'énormes difficultés. Mais véritablement, la commune de Molenbeek est une commune très jeune, donc je suis fier de pouvoir ici en tant que tête de liste, jeune tête de liste, pouvoir porter ce message pour eux également, c'est de dire, de ne pas mentir, de ne pas, je vais dire, la commune a oui ou non les compétences en emploi. Elle en a pour être un véritable relais vers ce qui existe au niveau régional, parce que c'est une compétence qui n'est pas exclusivement régional parce qu'il y a aussi le niveau fédéral qui doit jouer son jeu. Vous savez très bien que pour créer de l'emploi, il faut notamment diminuer la part au niveau du prix compte professionnel. Ce que les employeurs peuvent faire pour engager mieux, eh bien, c'est de diminuer ce qui est je dirais parfois l'obstacle le plus important. C'est comment créer de l'emploi, c'est diminuer l'impôt sur l'emploi. Ensuite, c'est de faire en sorte que et là, la commune peut le faire en étant un bon relais au niveau de la maison de l'emploi pour informer de tout ce qu'il y a comme dynamique possible, tout ce qu'il y a comme possibilité, comme emploi ou comme formation à suivre. Mais il y a aussi un problème fondamental, c'est ce qui se passe au niveau de l'enseignement en amont. Et encore une fois, cette compétence n'est pas à la commune, elle est au niveau de la communauté française ou alors au niveau flamand selon le choix dans lesquels les parents vont placer leurs enfants. Mais en attendant, ce que je dis, c'est de ne pas rencontrer tout et n'importe quoi. Il faut être clair. La commune peut être un bon relais d'information, peut faire en sorte d'accompagner et de faire implanter des entreprises créatrices d'emplois. La commune peut très bien aussi jouer un véritable relais. Et là, je vous le disais aussi, au niveau des initiatives régionales. Donc, vous me parliez des difficultés qu'avait un jeune pour trouver un emploi. Il y a cette ordonnance de lutte contre la discrimination à l'embauche qui a été mise en place. Vous avez les contrats d'insertion qui permettent aux communes d'engager aussi des jeunes. Et donc, il y a un tas de dispositifs régionaux qui existent. Mais la commune doit pouvoir, je dirais, créer cette exemplarité, cette excellence dans
je veux dire, être attractif pour des entreprises. Et vu qu'il y a toutes ces propositions, etc., est-ce que vous ne trouviez pas peut-être qu'il y a un problème de communication? Non, mais on peut améliorer, bien sûr, cette absence de communication, ce relais vers les jeunes, et la commune est le meilleur. D'ailleurs, il y a souvent ce débat sur oui, la fusion des communes, est-ce que ce serait pas mieux? Je pense que justement, c'est encore un bon exemple. La commune est un relais fondamental pour les demandeurs d'emploi, notamment au niveau de la maison de l'emploi. Mais il y a encore d'autres moyens, et c'est là où je pense qu'on peut être innovant, c'est qu'on veut travailler avec le monde associatif. Le monde associatif qui travaille avec ces jeunes qui parfois ne sont pas enclins à aller vers une maison de l'emploi ou qui est d'autres instances comme Actiris ou Seule Formation, c'est pas la première porte qu'ils vont franchir, et que là au niveau des associations, il y a peut-être une collaboration qui peut se faire pour que ces associations accompagnent les jeunes vers un emploi ou vers une formation, parce que la porte est plus facile à franchir et ces jeunes travaillent dans un climat de confiance, et ça c'est tant mieux. Et donc je pense qu'on doit aussi miser sur l'associatif dans la politique de l'emploi local. Je dis bien local parce que je ne veux pas dire tout et n'importe quoi, ce n'est pas une compétence exclusive. Voilà. Défi est connu comme parti de défendre les intérêts des francophones, et une déclaration de Zakia Katabi qui dit être plus proche d'un bruxellois flamand que d'un wallon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui compte pour Défi, c'est la défense des droits fondamentaux. Et les droits fondamentaux, que ce soit pour une personne qui est francophone ou une personne qui est néerlandophone, je vous donne l'exemple de Limerga dans sa commune, c'est le bourgmestre qui a été élu, plébiscité par les habitants néerlandophones comme le bourgmestre le plus respectueux de ses habitants qui ont ce rôle linguistique néerlandophone. Et donc, moi je dis simplement que nous devons concevoir les choses sans mettre quelqu'un dans une forme d'appartenance linguistique pure et dure. Donc, je pense que Bruxelles a ses diversités dans les langues. Il y a le français qui est majoritaire, bien sûr. C'est un constat, c'est un fait, c'est comme cela. Mais en attendant, il y a d'autres choses qui peuvent être améliorées dans l'apprentissage des langues, notamment le français ou le néerlandais, voire d'autres langues. Et donc je pense que on ne doit pas jouer, bien sûr, nous avons eu des combats chez Défi importants. On l'avait annoncé notamment lors de la scission de Bruxelles à Vilvoorde, parce que cette scission de cette circonscription électorale, là je vais un peu dans un débat plus technique, mais c'était la seule circonscription fédérale, donc qui réunissait, je dirais, le côté bilingue des choses. Et donc c'est dommage d'être passé par ce biais-là et d'avoir d'une certaine manière été dans la rupture des solidarités, la rupture de ce fédéralisme qu'on veut. Nous ne sommes pas un parti qui veut la fin du pays ou la séparation. Nous voulons, bien entendu, qu'il y ait un respect entre les communautés et les régions, mais nous sommes dans un cadre fédéraliste. Vous êtes pour la proposition d'André Flahault sur l'apprentissage de l'arabe dans les écoles? Au niveau déjà, la proposition d'André Flahault est une proposition purement électoraliste, vraiment. Nous avons aujourd'hui des fondamentaux comme l'apprentissage des langues, notamment ici les langues nationales, très important, que ce soit le néerlandais, parce qu'on l'a dit, pour accéder à l'emploi. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on doit avant tout investir sur l'apprentissage des langues nationales, c'est important, mais et à venir comme ça avec des propositions qui sont, je dirais, alors il n'y a pas que cette langue, il y a d'autres langues qui seraient porteuses dans le monde économique. Il n'y a pas que l'arabe, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait des notions importantes, notamment dans les langues nationales, qui soient bien comprises, et je pense qu'il faut aider les écoles dans l'apprentissage des langues, qui est aujourd'hui un déficit. Michael, à votre avis, quelles sont les questions auxquelles le gouvernement fédéral doit accorder plus d'importance aujourd'hui et en priorité, et pour quelles raisons? Les questions fondamentales qui sont aujourd'hui, c'est de savoir si la Belgique n'est plus un pays
qui respectent les droits de l'homme. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Dans quel sens? C'est-à-dire que, de départ, parfois, on avait l'impression, j'ai donné l'exemple de Théo Franken pour la question des visites domiciliaires, mais vous avez eu tout le débat avec la Catalogne. Catalogne, où on a senti qu'au niveau du gouvernement fédéral, il y avait une totale division face aux instances européennes. Nous accueillons la capitale de l'Europe, Bruxelles, capitale de l'Europe, et son gouvernement fédéral est divisé, ou voire on entend un son de cloche et puis un autre. Et donc cela, c'est inconcevable. Je pense qu'on doit redorer cette image, montrer que nous sommes un pays uni, mais sur ces questions-là, qu'on puisse montrer aussi que nous sommes un pays qui est respectueux des droits fondamentaux. C'est très important. Donc c'est une priorité de plus travailler sur l'amélioration de l'image et des droits de l'homme de la Belgique. Aujourd'hui, on donne une très mauvaise image. Vous allez vous présenter aux élections en octobre prochain. Quelle est votre chance, vos chances de gagner, et pourquoi exactement vous pensez que vous allez gagner à Molenbeek? Gagner à Molenbeek, c'est un mot un peu... c'est pas facile, hein? Nous n'avons pas l'ambition de gagner. Nous avons l'ambition de faire améliorer les choses. Et comment les améliorer? Je vous ai expliqué notre grand principe, notre grande priorité. Et c'est vrai que l'accueil est favorable. Les Molenbeekois nous l'ont dit, ils ont envie de voir aussi de nouveaux visages, mais aussi avec des propositions concrètes et réalistes. Et c'est pour cela que nous allons, je l'ai annoncé, nous ne sommes pas dans une logique de préaccord. Souvent, les citoyens nous disent, ben voilà, à quoi ça sert d'aller voter, puisque de toute manière, les choses sont arrangées. Vous êtes d'accord entre vous, oui. Voilà. Et donc, je l'ai annoncé officiellement, nous sommes libres et indépendants. Nous sommes libres et indépendants et nous ne faisons aucun préaccord pour aller face aux électeurs. Et nous irons, si nous sommes amenés, parce que nous serions soutenus par les Molenbeekois et les Molenbeekoises, eh bien, si nous négocions pour la majorité, nous allons négocier avec des partis qui auront également été soutenus par la population. Vous allez gouverner avec qui exactement? Comment voulez-vous que je vous réponde dès le moment où le vote n'a pas encore eu lieu? Vous êtes prêt, à, par exemple, à faire alliance avec le MR? Pourquoi poser cette question? Je pense que, en tous les cas, ce que je veux dire déjà, c'est que ceux qui veulent qu'on aille faire une alliance avec l'un ou avec l'autre, je leur dis simplement, alors je vais prendre ma carte de parti de l'autre formation. Ici, je défends mon programme. Nous avons, pour moi, le programme qui peut répondre aux attentes des Molenbeekois, et c'est notre ambition. Et donc justement, je ne suis pas en train de faire une exclusive ou de refuser l'un ou refuser l'autre. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il est important que les citoyens se prononcent sur un projet de fond et puis sur uniquement des personnes. Bien sûr, c'est important d'avoir confiance dans la personne qui va être ce porte-parole de leur voix, de leurs engagements, mais c'est avant tout un débat sur le fond qui compte pour moi. Okay. On parle beaucoup de plaintes sur le fonctionnement, le dysfonctionnement du CPS de Molenbeek, Saint-Jean. Est-ce que vous pensez que le CPS joue son rôle pleinement? J'ai assisté à une rupture de dialogue lors d'un conseil communal qui m'a choqué. Je l'ai dit lors du conseil même, où les syndicats ont quitté la salle et je pense que ça ne peut plus se reproduire. Et donc, les syndicats avaient des revendications portées par le personnel du conseil, du CPS, pardon. Et je pense que le CPS de Molenbeek doit déjà recevoir plus de moyens du niveau fédéral. La commune doit souvent rallonger, donc elle a une dotation, mais il y a souvent un complément de dotation, parce qu'on voit très bien que c'est pas évident au niveau de ce CPS. Et donc c'est vrai que le moteur même de notre CPS, ce sont le personnel, c'est le personnel communal. Et donc moi j'ai plaidé pour qu'on ait ce véritable dialogue entre les syndicats, les représentants du personnel et les représentants du CPS. Et c'est quelque chose qui n'a pas eu assez lieu et qui pose problème aujourd'hui.
Donc, moi, je plaide pour qu'il y ait cette concertation fondamentale pour faire tourner notre CPS, qui est, oui, fort sollicité, bien sûr. Il y a une précarisation de la population importante, c'est un fait. Michael, quelle est votre définition du multiculturalisme? Est-ce que ça fonctionne à Molenbeek? On parle beaucoup de multiculturalisme à Molenbeek. Est-ce que ça fonctionne réellement? Ce qui compte pour moi, c'est que ce mot ne soit pas dénaturé ou qu'on puisse l'instrumentaliser. On fait même un marketing électoral. Je vais m'expliquer. C'est que, et je vous l'ai dit au départ, moi j'ai vécu, je suis né dans cette diversité. Et je pense que nous avons ces potentiels, mais on a besoin de ce dialogue nécessaire. Parfois il y a de la compréhension. Parfois, évidemment, il y a des choses qui ne sont pas comprises dans des traditions, donc des cultures qui font qu'il y a une espèce de choc 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 culturel, voilà. Et donc, je pense qu'il faut, c'est pas un discours qu'il faut avoir. Ce sont des actions, des actes qu'il faut poser. Et comme je vous le disais, au niveau du pôle d'excellence culturelle, je pense que la commune de Molenbeek a véritablement des potentiels énormes, que ce soit le château du Carrevelt qui a été récemment rénové, qui peut accueillir de nombreuses expositions, qui fait vivre des troupes de théâtre, qui peut permettre des troupes de danse de venir, etc. On peut vraiment s'imprégner de ce lieu. Il y a eu Métropole Culture qui a permis de mettre en avant ce site. Mais il n'y a pas que le Carrevelt, il y a aussi d'autres endroits. Nous avons un patrimoine industriel à Molenbeek, le long du canal. Nous avons notre centre historique. Nous avons notre maison des cultures. Nous avons énormément de... Est-ce qu'on touche vraiment autour du Molenbeekois par rapport à ces activités? Parce que des personnes qu'on voit jamais, par exemple, participer à des événements, etc., soit des femmes qui ne sortent jamais de chez elles, etc. C'est un défi. C'est un défi de faire en sorte d'amener la population à aller sur le, je ne vais pas dire sur le terrain, mais profiter de sa commune. Et ça passe par améliorer, je dirais, tout ce qui est notion de, je l'ai dit, propreté, sécurité, ce cadre de vie. Déjà, là, on va faire un grand pas. Okay. Une dernière question, Michael. C'est quoi votre évaluation par rapport au bilan de ce gouvernement? Le gouvernement Michel. Écoutez, le gouvernement Michel, on en a encore parlé ici lors de la commission infrastructure, mobilité au Parlement bruxellois. Elle n'a pas favorisé Bruxelles, notamment des investissements pour tout ce qui est transport vers Bruxelles pour aider à diminuer la congestion automobile, n'a pas accéléré les choses, notamment au niveau du RER. Et donc, je pense que ce gouvernement a fait plus créer de divisions au sein de Bruxelles que le contraire. Et il y a eu très souvent une rupture de dialogue avec les partenaires sociaux notamment, et je pense que quand il y a eu la mesure qui avait été prise sous le précédent gouvernement de l'exclusion des chômeurs, Didier Gauzoin, sa personne de ministre de l'Emploi, avait tenté le dialogue pour essayer de trouver une solution pour mieux accompagner les personnes exclues, et souvent la porte était fermée. Et je crois que voilà, ce dialogue entre les régions était nécessaire. Et c'est encore un des constats que je fais, c'est que la concertation existe très peu. Et donc je pense que c'est un gouvernement qui est piloté depuis Anvers, vraiment, qui a beaucoup plus défendu les intérêts que l'intérêt de la Belgique, pas uniquement de Bruxelles. Alors, pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait... L'homme avec un grand H devrait être honnête. Pour vous, Dieu est... Dieu est dans les croyances des uns et des autres, dans ce que je respecte, c'est-à-dire la vie privée doit être peut-être une source d'inspiration ou de motivation. Être un homme politique aujourd'hui, c'est s'engager sur des projets clairs
et de ne pas jouer avec la voix du citoyen. La Belgique de demain sera toujours unie. Michael Vossard, merci d'avoir accepté notre invitation et merci de votre confiance. Merci à vous. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.